Bonjour à tous, c'est Antoine et je ne suis pas seul puisque ça y est, c'est la fin de 2022, la naissance de Jésus, tout ça. Du coup j'ai crié Assemble et l'équipe d'Écran Large est sortie de plein de portails magiques pour balancer son top 10 des films de l'année. Comme d'habitude on est d'accord sur rien, mais après s'être longuement tapé dessus, on a plus ou moins réussi à se mettre d'accord sur un classement commun qu'on a réalisé à partir du top individuel de chaque rédacteur. Et vous allez voir que sa variété reflète une année de cinéma assez exceptionnelle en termes de qualité, alors peut-être parce que c'est la première vraie année sans post-Covid, mais qu'importe. Trêve de blabla, on est parti. À la 10e place pour inaugurer ce top, on retrouve Blonde, sorti sur Netflix. Le film a largement divisé la planète cinéma, public et critique confondus d'ailleurs, et pourtant selon nous, il s'agit bel et bien d'un des très grands films de cette année 2022. Andrew Dominik est un cinéaste rare et surprenant dans le paysage hollywoodien et il le prouve une nouvelle fois ici. En adaptant le faux biopic écrit par Joyce Carol Oates, Andrew Dominik bouleverse les codes du genre biographique pour continuer à tracer son sillon d'auteur, soit déconstruire une fausse utopie américaine, un mythe américain, pour dans ce cas précis recontextualiser une invention hollywoodienne et proposer un regard nouveau sur une icône adulée et surtout terriblement isolée. C'est évidemment ce qui a pu choquer et énerver, que Dominik déface le mythe à travers une œuvre radicale, onirique et volontairement provocatrice, où la femme affronte en permanence l'actrice, où Norma Jane subit progressivement son double Marilyn Monroe. Et pourtant, en balayant la vie de Marilyn Monroe entre déception amoureuse, tragédie maternelle, recherche éternelle de la figure paternelle, succès et échec de sa vie de comédienne, Blonde bouleverse, déroute, secoue. Le film se transforme même carrément en une expérience hallucinatoire, aussi épuisante que fascinante, rappelant le cinéma de David Lynch. Un trip fantasmagorique dont il devient difficile de délier le vrai du faux, le rêve de la réalité, l'inconscient du conscient, l'intime du révélé, la fiction de la biographie. Un jeu de double fascinant qui doit quasiment tout à la performance saisissante et exigeante d'Anna de Armas, capable, sans jamais singer bêtement la figure de Monroe, d'évoluer spontanément entre les deux esprits, les deux corps de Norma. Une aisance troublante dont on ressort obsédé, dévoré même par une étrange sensation, celle d'avoir expérimenté une œuvre magique et terrorisante d'un côté, mais surtout celle d'avoir vu renaître un ange abandonné et son éternel fantôme de l'autre, une sorte de miracle finalement. En 9e position, c'est un film sorti au tout début d'année, le 3 janvier sur Prime, et qui n'a pas fait l'unanimité pour des raisons évidentes, c'est The Green Knight. Plus que beaucoup d'autres personnes à la rédac, on est assez fasciné par la trajectoire du réalisateur David Lowery qui jongle entre les méga productions Disney et les films dits d'auteur. Et après un A Ghost Story qui explorait la notion de temps en confrontant en permanence l'intime et le métaphysique, mais qui gardait un scénario à peu près classique, The Green Knight n'hésite pas à perdre un petit peu plus ses spectateurs, ce qui ne veut pas dire que le film privilégie la contemplation à la narration, comme j'ai pu le lire ici et là. Au contraire même, certes c'est esthétiquement à se damner, mais c'est justement dans sa manière de se réapproprier des histoires ancestrales qu'il en devient passionnant, en l'occurrence ici les mythes arthuriens, puisqu'il adapte très librement Sir Gawain et le Chevalier Vert. En effet, le long métrage met en scène un mythe conscient d'être un mythe, puisqu'il est question d'un personnage principal un peu trouillard et blindé de faiblesses en tout genre, qui tient à construire sa propre légende, à devenir justement un héros ancestral, et Lowery en tire cette idée selon laquelle tous les grands récits sur lesquels repose notre culture, nos référents sociaux et artistiques, sont eux-mêmes construits sur une sorte de mensonge. Et à partir de là, le contraste entre la beauté parfois complètement surréaliste de la quête et la personnalité du personnage de Dev Patel qui, épreuve après épreuve, prouve qu'il est plein de vices et d'angoisses très humains, ce contraste est assez marquant. Alors bien sûr, si vous aimez les enjeux concrets et que vous avez déjà piqué du nez devant A Ghost Story, eh bien on ne peut pas vraiment trop vous le conseiller, c'est beaucoup plus austère et même la musique de Daniel Hart devient presque expérimentale, d'autant que les angoisses qui parcourent Gawain, son voyage et donc fatalement Lowery sont encore une fois liés au temps et à la mort, des thèmes qu'il explore avec toujours plus d'adresse. Je pense à ce long plan panoramique qui cristallise un peu tout ça, ou à la partie dans le château, enfin le truc regorge de scènes marquantes, dont un dernier acte carrément méta, mais dans le bon sens du terme, qui moi m'a vraiment scotché. Le prochain film du cinéaste c'est Peter Pan, toujours pour Disney, et vu ses obsessions jusque maintenant, on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En 8e position, on reste chez le distributeur A24 qui a une fois de plus vraiment réussi à entretenir son image de marque cette année, puisque le X de T-West compte aussi parmi les bonnes surprises de 2022 pour pas mal de membres de la rédac. Mais Everything Everywhere All at Once est probablement leur coup le plus spectaculaire,
parce que c'est quand même leur plus gros carton jusqu'ici, et le bouche à oreille n'y est pas pour rien. Et ça a fait foutrement plaisir qu'un film aussi généreux, drôle, humain et surtout aussi risqué connaisse un tel destin. Et ouais, parce qu'il fallait quand même inspirer un grand coup avant de se lancer dans la conception d'une telle orgie de cinéma avec 25 millions de dollars en poche, soit à mon avis à peu près le budget sandwich d'Avatar 2, et pourtant résumer le film à sa complexité narrative assez dingue avec tous ces réseaux de préparation au paiement et autres fusils de Tchekhov, ou à ses nombreuses références, et ce n'est pas non plus lui rendre justice. Alors oui, les amateurs de cinéma HK et plus particulièrement de Wong Kar-wai, Jackie Chan et Michelle Yeoh seront aux anges, les Daniels, donc les réalisateurs, en sont clairement amoureux, mais ce serait oublier le paradoxe qui se niche en son sein, et duquel dépend selon nous toute la beauté du film, en plus d'en faire l'un des rares vrais héritiers de la carrière des Wachowski. Ce paradoxe, c'est qu'à partir de ce méga bordel organisé, constitué de dizaines d'univers qui résolvent les uns autour des autres et d'effets de montage assez ahurissants, les deux cinéastes composent l'éloge d'un sentiment aussi intime qu'essentiel, l'empathie. Nous en mettre plein la gueule et en appeler à notre cinéphilie pour revenir à ce qui fait notre humanité, ça peut paraître un peu niais, mais c'est fait avec une telle sincérité, une telle passion et un tel investissement que ça fonctionne à fond. On en sort groggy avec l'impression qu'on a vu 50 films d'un coup, mais plus que satisfait. C'est drôle, c'est beau, c'est très touchant, et donner toutes les récompenses du monde à Michelle Yeoh, bordel de merde. En 7ème position, comment ne pas citer Avatar 2, la voix de l'eau? Non mais vous vous rendez compte, on met enfin Avatar 2 dans un top de l'année après 13 ans d'attente, ça semble irréel rien que de le dire. C'est d'autant plus dur qu'il m'est impossible de résumer en une poignée de minutes la nouvelle prouesse de James Cameron, alors que lui réussit en quelques minutes à nous replonger au cœur de la beauté sidérante de Pandora, comme si rien n'avait changé. Et pourtant Avatar 2 est bien un nouveau miracle technologique qui donne tout pour que chaque micro-détail de son utopie nous immerge dans cette réalité, que ce soit une trace de cicatrice sur une peau ou cette putain d'eau qui interagit parfaitement sur les surfaces et les corps, enfin juste ça m'obsède. Je pourrais bien sûr m'attarder sur la magie de sa 3D, sur son utilisation parfaite du HFR ou même sur cette mise en scène qui pense toujours la tridimensionnalité de l'action entre ciel, terre et mer, mais finalement tout ça n'est que l'écrin qui sert la démarche de Cameron. Tout est dans l'émotion et l'ampleur gargantuesque d'un monde que seul le cinéma peut nous offrir. C'est même la tragédie larvée d'Avatar 2 qui exploite plus que jamais son univers parfait pour nous faire comprendre à quel point le nôtre ne l'est plus. Et Cameron fait tellement d'efforts pour nous connecter à cette fenêtre de l'imaginaire qu'il est encore plus difficile de revenir dans le réel pour constater qu'on a juste tout foutu en l'air. J'ai d'ailleurs appris que cette sensation avait un nom puisque certains parlent sérieusement d'un syndrome dépressif post-Avatar qui est ressenti par pas mal de spectateurs depuis le premier film. Vous pouvez le googler. Et pour en être à mon deuxième visionnage d'Avatar 2, je peux vous dire que ça m'attaque viscéralement, surtout quand tu sors de ta salle de cinéma en pleine finale de la Coupe du Monde au Qatar. Mais le plus important là-dedans, c'est que Pandora devient le théâtre de quelque chose de plus vaste, de sublime dans le sens originel du terme. Au travers de la famille Sully, que Cameron développe avec des arcs narratifs différents et satisfaisants, il revient à la source de ce qui fait une mythologie et compose un récit d'une puissance dramatique folle, surtout quand ça concerne Kiri, le meilleur perso de l'année. Et rien que de vous en parler, j'ai envie d'y retourner, de m'y perdre et d'accepter la véritable voix de l'eau, celle qui coule dans mes putains de yeux. En 6ème position, on a mis La Nuit du 12 parce que c'est un super film et qu'il le mérite, mais aussi parce que tout ne va pas bien pour les salles et le cinéma français et que c'est très réconfortant de voir que notre industrie a toujours autant de belles choses à offrir. Surtout que La Nuit du 12 part d'un postulat qui n'est pas forcément très évident à tenir. C'est un film d'enquête qui déjoue son enjeu premier en annonçant d'emblée que cette affaire, tirée d'une histoire vraie, n'a jamais été résolue. À partir de ce non-suspense, le récit devait bâtir toute sa tension et sa puissance dramatique sur autre chose que son dénouement et devait surtout repenser la notion de vérité qui reste une composante essentielle du genre. Parce que même si le film n'apporte pas de réponse définitive, il tire un constat très clair. Tous les hommes suspectés du meurtre de Clara auraient pu le commettre. Ces profils sont en réalité les différentes facettes d'une misogynie qui ne s'incarne pas à travers un seul homme, mais se résume bien à un seul acte, le meurtre. La Nuit du 12 se penche sur un fait divers parmi des centaines d'autres pour refléter le dysfonctionnement d'un système plus large. Ce sont en fait les rouages du féminicide qui sont mis en scène et en lumière, un peu de la même façon que dans Promising Young Woman avec la culture du viol. Le film aborde donc un sujet très lourd et complexe et on pourrait trouver assez maladroit de recentrer le scénario sur le train-train des enquêteurs de la PJ de Grenoble et la façon dont ce meurtre les a marqués au fer rouge, en particulier le capitaine Johan Vives. Mais c'est aussi une façon de faire de Clara, ou plutôt de son absence, une ombre qui plane au-dessus de tout ce petit monde. Elle devient une figure fantomatique qui hante le personnage de Bastien Bouillon, autant que le récit, vu que son meurtre particulièrement sordide vient ponctuer le scénario qui a quand même le bon goût de ne pas tomber dans le sensationnalisme racoleur.
Au contraire même, c'est la pudeur et la retenue de la réalisation et de la mise en scène qui participent à créer la stupeur et le choc de l'autre côté de l'écran après une première séquence très éprouvante. C'est aussi ce qui contribue à notre compassion sans faille et sans condition pour Clara, même si l'enquête s'attarde à exhumer sa vie privée bordélique et les détails les plus glauques de sa vie sexuelle. C'est très subtil parce qu'on n'est pas sur une écriture des enquêteurs très virilistes ou outrancières. Ce sont au contraire des figures masculines fragilisées qui se retrouvent face à leurs propres contradictions et face à leur sexisme intériorisé. C'est cette richesse thématique, cette sensibilité, cette justesse du propos qui font de La Nuit du 12 un film froid et sec mais plein de relief. À la 5e place de ce top, et vu que je suis désormais spécialisé dans le genre du biopic, ou plutôt du portrait de femmes torturées entre le fantasme et le réel, eh bien voici Spencer de Pablo Larraín. Après le puissant Jackie et l'incandescent Emma, qui n'était pas un biopic pour le coup, le cinéaste chilien s'est attaqué à une autre figure féminine dans Spencer, un titre symbolique annonçant la quête d'émancipation de Diana Spencer, bien plus connue sous le nom de Lady Diana. Et bien conscient qu'il ne pouvait pas raconter grand-chose de nouveau sur la princesse Diana, Pablo Larraín n'a évidemment pas fait un biopic classique, mais a plutôt réalisé une fable inspirée d'une véritable tragédie. Le parfait moyen pour raconter le faux conte de fées de Diana, où le fameux rêve de princesse de petite fille s'est peu à peu transformé en cauchemar, où le dit prince charmant et sauveur est devenu un oppresseur, et où l'apparat parfait de la royauté cachait en fait une froideur invivable. Un monde où se trouve donc Diana, enfermée, brisée, écrasée par le fardeau d'une légende la dépassant. Pablo Larraín va alors jongler entre le thriller psychologique et le délire surréaliste, jusqu'à carrément prendre des airs de films d'épouvante, voire d'horreur radicale. Son Spencer nous offre alors une plongée bouleversante dans l'âme en détresse de Lady Di, entre fantômes du passé, cauchemars du présent et fantasmes d'un futur impossible, et nous oblige même presque à faire corps avec son esprit, nous faisant subir son mal-être permanent. Pablo Larraín dépeint ainsi les craintes et le malheur de son héroïne incomprise, livrant une immersion quasi cathartique dans cette descente cauchemardesque où les fantômes déjouent les perceptions de Lady Di, perdue entre rêve et réalité. Un cauchemar fiévreux magnifié par la musique stridente de Jonny Greenwood et surtout la présence de Kristen Stewart. Car grâce à son talent de dingue, l'actrice parvient à s'emparer des mimiques de l'ancienne princesse jusque dans ses derniers retranchements, au point de livrer la performance la plus marquante de sa carrière. À la 4e place, on retrouve À plein temps, un film réalisé par Éric Gravel qui prend comme toile de fond la grève générale des transports en France. Alors oui, c'est pas un sujet très sexy, mais il s'agit pas de tirer à boulet rouge sur les grévistes ou même de parler de leurs revendications, mais bien de montrer comment le système avale et digère les gens, en l'occurrence une femme. Et c'est vraiment important de préciser que c'est bien la descente aux enfers d'une femme et mère de famille séparée, parce que l'histoire serait très différente si c'était celle d'un homme, pas pire, pas mieux, mais assurément différente. À plein temps s'intéresse donc à Julie, qui court après le temps et se démène mais ne peut pas atteindre son idéal de vie. C'est une femme à qui on demande de choisir, de sacrifier son emploi à Paris ou sa maison de campagne, sa carrière ou ses enfants, jamais sans un ou deux personnages pour la culpabiliser sur ses choix et ses ambitions. À chaque obstacle qu'elle dépasse, il y en a deux autres qui se cachent et chaque désillusion est pire que la précédente. Entre les enfants, l'ex-mari démissionnaire, le job alimentaire qu'elle risque d'ailleurs de perdre si elle en cherche un autre, la chaudière qui déconne, l'anniversaire du petit à préparer, les appels de la banque ou les engueulades avec la nounou, la grève ne fait qu'avancer l'échéance, qu'accélérer une chute inévitable et mettre en évidence l'impossibilité d'une ascension sociale. D'ailleurs, ce mal-être et ce malaise social ne touchent pas uniquement Julie, ce qui ressort par endroits, très discrètement, comme quand une secrétaire répond sèchement à un appel téléphonique ou quand une figurante au second plan manque de fondre en larmes. Julie n'est qu'une fourmi qui s'agite au milieu de la fourmilière, d'où l'impression de la voir littéralement submergée par ce qui se passe autour d'elle. Et le fait de savoir si elle finira le film vivante ou morte sous les rails d'un train tord vraiment l'estomac pendant le visionnage, surtout au vu de la fin qui n'a rien d'un dénouement heureux. Mais ce qui est très fort, c'est qu'on n'est pas tant dans un drame qu'un vrai thriller, duquel on ressort aussi essoré et haletant que Laure Calamy, qui est au passage fabuleuse comme toujours et qui dégage une intensité folle, peu importe les émotions qu'elle essaie de véhiculer. Que ce soit de savoir si la carte bleue va passer, si elle sera alors à son entretien d'embauche ou si la voisine pourra garder les enfants la semaine prochaine, tout devient angoissant et oppressant. Tout est fait pour la mettre à fleur de peau et la pousser dans ses retranchements. La musique électro d'Irène Dresel participe d'ailleurs super bien à l'asphyxie, à cette impression de crise d'angoisse continue avec des boucles qui se répètent et des notes assourdissantes comme des oreilles qui bourdonnent ou un acouphène juste avant la baisse de tension. Ça dure moins d'1h30 mais c'est vraiment saisissant. En 3e position, c'est l'immense Asbestas, écrit et réalisé par Rodrigo Sorogoyen. Alors on est d'accord, c'est pas la première fois qu'il réalise un grand film, El Reino et Madre sont notamment passés par là, mais Asbestas c'est encore un niveau au-dessus.
Pourtant, ça part d'une histoire de conflit entre voisins qu'on aurait pu entendre au JT de TF1 le dimanche. Un couple de Français installés en Galice, en Espagne, a des problèmes avec deux frères qui ont grandi dans ce petit village et ne digèrent pas la présence de ces étrangers qui se croient chez eux. Sauf que ça vire au drame, au thriller, à la tragédie et franchement au film d'horreur. Pour moi, Asbestas, c'est une sorte de massacre à la tronçonneuse, sans tronçonneuse, mais avec de la boue et de la rage. C'est un film faussement simple mais vraiment extraordinaire dans l'écriture comme dans la mise en scène. C'est un cauchemar qu'on traverse quasiment en apnée tellement c'est tendu. C'est une lente et éprouvante descente aux enfers et c'est une passionnante réflexion sur l'impuissance des hommes. Il y a qu'à repenser aux scènes sur la route, dans le bar, celles avec les moutons ou bien sûr celles dans les bois, pour mesurer l'ampleur et la puissance du cinéma de Sorogoyen et cerise sur le gâteau de l'angoisse, Denis Ménochet, Marina Foïs et Luis Zahera qui sont absolument fantastiques, vraiment, c'est un grand film. The Innocents est en deuxième position alors que pour moi c'est le meilleur film de l'année, mais bon apparemment la démocratie c'est bien. Montré à Cannes en 2021, sorti tout début 2022 au cinéma, le film a peut-être été un peu oublié, et si c'est le cas, honte à vous parce que c'est une merveille. Quelque part entre Sa Majesté des Mouches, X-Men et le manga Domu, The Innocents raconte l'histoire de 4 enfants qui se découvrent des pouvoirs extraordinaires et commencent à s'amuser et tester leurs limites. Alors spoiler, ça va très mal se passer pour eux et leur entourage. L'idée est toute simple et oui, vous avez sûrement l'impression de l'avoir déjà vu 25 fois, mais jamais comme ça. Jamais dans ce décor, avec cette intelligence, cette violence et cette sensibilité. The Innocents, c'est un grand film sur les petits cauchemars de l'enfance et donc de la vie. C'est un film qui raconte parfaitement comment les enfants et les adultes vivent dans deux mondes différents, et c'est un film qui sonde les ténèbres pour mieux trouver la lumière. Tout ça, c'est grâce au talent du réalisateur et scénariste Eskil Vogt. Vous le connaissez sûrement puisque c'est le co-scénariste de Joachim Trier, notamment sur Julie en 12 chapitres et Thelma. Pour son deuxième film comme réalisateur, il a fait un sans faute. Côté mise en scène, c'est une leçon d'économie et de précision, il arrive à créer une bulle hors du temps autour de cet étrange décor de HLM mi-paradisiaque mi-flippant, et rien que l'affrontement final est magistral. Côté scénariste, c'est d'une richesse folle, avec une lente construction de la tension qui n'oublie jamais les personnages ni la portée symbolique du fantastique. Et enfin, côté interprétation, c'est juste incroyable, parce que les jeunes acteurs et actrices sont déments. Et en plus, l'affiche du film est magnifique. Bref, il n'y a rien à jeter dans The Innocents. Comme je l'ai dit en intro, l'équipe d'Écran Large a le mérite de n'être jamais d'accord sur rien, et c'est d'ailleurs toute la beauté de cette rédaction. Mais en 2022, s'il y a bien un film qui a mis tout le monde d'accord, c'est le fabuleux Leila et ses frères de Saïd Rousstaé, qui s'est fait voler sans aucune vergogne la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Mais pour nous consoler, on lui donne avec bonheur la première place de ce top 2022, ce qui est toujours mieux que n'importe quel prix donné par Vincent Lindon, soit dit en passant. On en est d'autant plus heureux qu'on a pas mal misé sur Saïd Rousstaé, ce cinéaste iranien qui nous avait bluffé en 2021 avec La Loi de Téhéran. S'il est toujours aux abords du thriller dont il s'accapare les codes avec une mise en scène au cordeau, c'est au service de personnages bouleversants sur lesquels il n'oublie jamais de se focaliser. Ici, en suivant cette famille dysfonctionnelle et cette jeune femme qui essaie de sortir ses frères de la mouise, il livre une fresque d'une ampleur hallucinante. Alors oui, ça dure 2h45, mais la densité du récit et la cohérence de sa réalisation, qui enferme et encapsule chaque protagoniste pour mieux l'ausculter, donne à l'ensemble un aspect oppressant qui n'ennuie jamais. Rousstaé joue avec l'espace, bouge ses lignes de fuite et développe une ironie autour de ses personnages qui espèrent se libérer d'une entrave aussi bien familiale que sociétale. Le tout est d'ailleurs concentré dans le morceau de bravoure cinématographique de l'année, à savoir une séquence de mariage aussi incroyable que glaçante. Et là est tout le miracle de Leila et ses frères qui parvient, sans jamais perdre de vue l'intimité de son histoire, à capter quelque chose de plus grand. On sent bien que le film prend le pouls d'une société iranienne au bord de l'implosion, comme s'il filmait l'énergie d'une bombe à retardement. L'actualité a même rattrapé le film, et il est magnifique de voir que ce personnage féminin synthétise à sa manière une année marquée par les manifestations et l'émancipation des femmes. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je me dois d'ailleurs de préciser que l'actrice principale, Taraneh Ali Dousti, a été arrêtée pour incitation au chaos, tout ça parce qu'elle n'a pas respecté le code vestimentaire local. En tout cas, Leila et ses frères en est, presque à ses dépens, encore plus prodigieux, car derrière l'urgence politique qu'il réveille, il s'impose aussi comme une œuvre d'une puissance universelle qui convoque une certaine littérature du 19e siècle, comme Dostoïevski ou Balzac, pour mieux embrasser son époque. Si vous aviez encore des doutes, Saïd Rousstaé est bien l'un des auteurs émergents les plus passionnants de sa génération, et son dernier chef-d'œuvre, le film le plus important de 2022. Quelques petites mentions spéciales parce que la rédaction s'est bastonnée pendant des semaines pour trouver un compromis et établir une liste de 25 films qu'il a encore fallu réduire à 10 pour cette vidéo. Alors certains titres doivent être mentionnés pour qu'on puisse tous dormir cette nuit. Impossible de ne pas parler de RRR qui pour Antoine et moi est l'un des blockbusters les plus dingues et ambitieux de ces dernières années. Je sais qu'il est plus trop dispo légalement mais c'est quand même ce dieu de Rajamouli qui humilie Hollywood sur son propre terrain pendant 3 heures. Il faut le voir pour le croire. On aurait aussi pu inclure Nope, le dernier film de Jordan Peele, grand film de science-fiction sur la puissance terrifiante du cinéma, parcouru d'idées de réalisation
inoubliable. J'en profite aussi pour caser le numéro 1 de ma team à moi, Decision to Live de Park Chan-wook, qu'on a beaucoup trop résumé à un exercice de mise en scène, alors que c'est l'une des histoires d'amour les plus touchantes et complexes et passionnantes vues sur un écran depuis très longtemps. Bon et puis voilà, je crois qu'on en a fini avec les mentions spéciales et... Ah oui, et comment pourrais-je oublier le super The Batman qu'une certaine partie de la rédaction a vraiment beaucoup aimé. Allez voir la critique écrite, s'il vous plaît. Voilà, c'était les films préférés de la rédaction pour 2022. Si vous voulez plus de recos, n'hésitez pas à lire notre article sur le site Écran Large où on traite 25 films en tout. Vous pourrez aussi contempler les classements individuels de la rédac pour comprendre comment on en arrive à cette liste et repérer les rédacteurs qui ont mauvais goût. Il y a même en plus un classement de nos lecteurs établi avec les membres de notre Discord, dédicace à eux. Enfin un classement des films aimés par nos lecteurs, on n'a pas classé nos lecteurs. Tant que vous êtes sur le site, vous pouvez aussi nous soutenir pour l'année prochaine avec un abonnement qui vous donnera droit en plus à de beaux dossiers sur, par exemple, le syndicat du crime, Bon baiser de Bruges et pour passer un joyeux nouvel an, le grand silence. On se retrouve très vite pour les flops. Et bah ouais, à plus. Stop!